Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, comme chaque jeudi ici même sur Télésud et numéro 23 maintenant tous les dimanches. Merci de votre fidélité puisque vous êtes, de plus en plus nombreux à nous regarder. Allez, c'est parti au sommaire de cette émission. Je le rappelle à tous celles et ceux qui nous regardent, vous pouvez réagir, commenter, d'ailleurs vous le faites. C'est une très bonne chose sur la page Facebook, ça fait débat. Et puis sur Twitter, c'est FDébat. Au sommaire, au menu de Ça fait débat, Soudan du Sud, des pourparlers qui ne servent à rien. On va en parler justement, une semaine de négociations et toujours pas de cessez-le-feu. Pour quelles raisons? On en parle dans Ça fait débat. Ensuite, direction la Tunisie. Vous savez, le retour de Ben Ali. Il se trame, il se dit, en tout cas, 3 ans après la chute de Ben Ali, eh bien la Tunisie est toujours dans une crise politique. Comment expliquer cela? Troisième sujet qui a interpellé notre regard et puis qui a interpellé l'émission, ça fait débat, RDC, la sécurité du pays est-elle menacée? Attaque du 30 septembre 2013 contre Kabila, c'est le grand point d'interrogation. Qu'est-ce que cela signifie? Le M23 est-il toujours actif en RDC? C'est la question qu'on pose ici pour la énième fois dans Ça fait débat et on va tenter de comprendre. Et enfin, dernier sujet, le Cameroun, une situation particulière, 2 sujets, 2 sous-thématiques, la situation des homosexuels peut-elle évoluer puisque la mort d'un symbole de l'homosexualité au Cameroun, sa famille l'a-t-elle laissé mourir? C'est la question qu'on pose. Et enfin, le second sous-thème, congrès de l'UPC, quels sont les enjeux? L'opposition bien sûr au Cameroun, est-ce qu'il existe vraiment? On en parle ici même. Et en seconde partie de cette émission, nous allons recevoir notre invité. Il s'appelle Patrick Lozès, il est le fondateur du CRAN, et puis c'est un acteur politique. Et puis, souvenez-vous, en 2012, il a été candidat à la candidature de l'élection présidentielle de 2012. C'est tout à l'heure, en seconde partie de cette émission. Vous le savez, la devise n'a pas changé. Ça fait débat, c'est maintenant. Et en toute liberté d'expression. C'est parti! Eh bien, pour commenter dans Ça fait débat, notre trublion. Ça vous fait sourire? Non. Notre ami fidèle, Gabriel Mbarga, bonsoir. Bonsoir Adil. Comment ça va? Tout va bien? Ça va, bien. Ça va. Bon, super. Prêt à débattre? Oui, prêt à échanger. J'ai des invités que j'aime beaucoup déjà en face de moi. Bon, alors super, que je présente. Et allez, je me retourne vers eux. Loïc Mpanjo, vous êtes le président du Think-Tank Cameroun Initiative. Absolument. Que de lobby, hein. Attention. Hein. Voilà, donc beaucoup plus de... C'est quand même un groupe de réflexion à la base. Ouais. Donc ça accompagne une action politique initiée depuis quelques années déjà. Je voudrais à ce moment-ci donc simplement saluer tous les amis qui vont regarder cette émission notamment. J'adore Loïc Mpanjo, vous savez. C'est très solennel. Tu sais, se croirait presque, tu sais les discours politiques quand on arrive dans pleine tribune, il est là, il s'annonce. Bon alors, je me présente à l'élection présidentielle. Le Cameroun, regardez-le, observez bien ce jeune homme. Voilà. Qui monte en puissance, qui s'appelle Loïc Mpanjo. Et enfin, à ses côtés, eh bien, vous savez, c'est une grande gueule. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça. Mais en tout cas, c'est un compliment. Bon, très bien, écoutez, si c'est un compliment. Dans un monde aseptisé, il est toujours bon d'être grande gueule. Hein. Absolument, absolument. Eh bien, je suis ravi de vous recevoir ici. Mourad Ghazli, acteur politique. Vous êtes une personnalité politique. Vous êtes chef de file au sein de l'UDI. Chef de file pour les municipales, bien sûr, c'est bien ça? À Thiers, dans le Val-de-Marne. Voilà, Val-de-Marne. Vous êtes aussi un syndicaliste? Exact. Et vous êtes aussi un grand ancien sportif? Exactement. Il était un grand champion, il me semble. Hein. Voilà. Judo. Judo. Faut pas vous emmerder, vous. Hein. Non, en France, on n'a pas le droit d'appliquer la loi du talion. Bon, allez, messieurs, c'est parti. Je le fais en droit. Allez, c'est parti. Nous commençons avec ce premier sujet. Je veux parler du Soudan du Sud. Vous savez, des pourparlers. La question, je suis obligé, messieurs, de la poser, qui ne servent à rien, hein, d'accord? Ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir ce premier sujet réalisé par la rédaction de Télésud. Regardez, et on revient ici même pour le commenter, regardez. Alors que le conflit entre dans son 2e mois, l'escalade de la violence se poursuit au Soudan du Sud. Ce mercredi, l'armée et les rebelles sud-soudanais s'affrontaient encore dans les rues de la stratégique ville pétrolière de Malakal. Selon un porte-parole de l'armée, les rebelles menés par l'ancien vice-président Riek Machar, contrairement à ce qu'ils prétendent, ne contrôlent pas la capitale régionale. L'ONU qui a évoqué des batailles de chars précise que certains des 20 000 civils réfugiés dans le complexe local des Casques Bleus ont été blessés par des balles perdues. De son côté, Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, a une nouvelle fois appelé à un cessez-le-feu ce mardi. Pendant ce temps, à Luanda, en Angola, se tient depuis ce mercredi le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La situation au Soudan du Sud est au cœur des discussions. D'autres discussions se tiennent également à Addis Abeba, en Éthiopie. Selon des sources humanitaires, ce conflit pourrait avoir déjà fait 10 000 morts. Les Nations Unies parlent-elles de près de 400 000 déplacés. Messieurs, je vous pose clairement la question. C'est vrai qu'on s'inquiète. Notamment, je peux vous dire d'ores et déjà que j'ai reçu énormément de messages, de mails, qui me disent « Mais attendez, il y a le Soudan du Sud, ça nous préoccupe ».
Une semaine de négociations, même plusieurs semaines de négociations, et toujours pas de cessez-le-feu. Pour quelle raison, messieurs? D'abord, Gabriel Mbarga. C'est quoi? Ça sert à rien, toutes ces histoires-là, tous ces pourparlers? Pour parler franchement? Parce que le Soudan, qu'il soit du Sud ou pas, c'est une terre qui a connu essentiellement des conflits armés et depuis très longtemps. Et pour ce qui concerne le Soudan du Sud, qui existe depuis peu, ça fait 2-3 ans qu'ils existent comme État, comme entité territoriale à part entière. En réalité, c'est un État qui a été créé de façon, enfin, je ne dirais pas fictive, parce que ce serait insultant pour leur souveraineté, mais il se trouve... C'est presque ça. Il se trouve que c'est une poche pétrolière importante. Il faut quand même savoir que le Soudan, de façon générale, est l'un des pays importants africains en matière de pétrole. On connaît un certain nombre, mais on oublie trop souvent le Soudan. Ça, c'est l'enjeu. L'enjeu, il est économique, donc c'est le pétrole. C'est le pétrole. Et le Sud-Soudan, c'est une poche qui a été créée en quelque sorte pour satisfaire les appétits des grandes puissances qui s'affrontaient, notamment la Chine et les États-Unis. Très intéressant, Gabriel Mbarga, que vous nous exposez en tout cas la situation, pour qu'on comprenne mieux en tout cas ce qui se déroule. Loïc Mpanjo et ensuite après Mourad Ghazli, c'est quoi? C'est des pourparlers qui ne servent absolument à rien? Vraiment, est-ce que c'est cela? Mais disons que vous avez bien résumé la chose. Les pourparlers ne vont servir à rien, et ils ne servent à rien actuellement, ils ne serviront à rien de toute façon, puisque on est en plein dans ce qu'on appelle du banditisme politique. C'est-à-dire si vous pouvez démontrer, et je vous mets au défi, si vous décidez aujourd'hui et que vous pouvez démontrer aujourd'hui que vous êtes capable de drainer une bande armée aujourd'hui, vous êtes capable de vous approprier n'importe quel territoire, que ce soit au Soudan, parce qu'il y a des groupes qui sont capables de vous financer. Il y a un ensemble de personnes qui sont capables de vous suivre si vous avez le vivier ethnique aujourd'hui. Alors, la problématique que Gabriel a abordée là est très importante parce qu'il n'existe pas de Sud-Soudan et de Nord-Soudan. D'ailleurs, on dit le Soudan et le Sud-Soudan. Ça n'a aucun sens. Le Sud-Soudan, figurez-vous, c'est 95% de la manne pétrolière du Soudan. Est-ce que vous imaginez une seule seconde que ce puisse être censé? Pourquoi le Sud-Soudan a été, moi je vais simplement renchérir en disant que le Sud-Soudan a été simplement constitué, pourquoi? Parce que le Soudan ayant basculé dans un certain soutien à des groupes islamistes qui te battent un peu partout, on a décidé de l'amputer de sa richesse. Mais c'est quoi? Tout de même, parce que je comprends ce que vous voulez dire, là il y a un enjeu, il y a le pétrole, tout ça on l'a bien, on l'a même d'ailleurs abordé ici. Peut-être pas forcément à plusieurs reprises, mais on l'a abordé. Je me souviens très bien d'une des émissions de Ça fait débat où Gabriel nous l'a rappelé très justement. Mais les rebelles demandent la libération de 11 prisonniers. En gros, le gouvernement, est-ce qu'il doit négocier? Il doit faire quoi, le gouvernement sud-soudanais? Je vais quand même donner la parole à Mourad Ghazli et ensuite après à vous. Je crois que... Je pense qui rentre pas des prisonniers pour parler, pas pour parler, tout ça, pour moi, c'est du pipeau. Qui est derrière tous ces mouvements de contestation? Est-ce que c'est une volonté du peuple d'avoir des vraies convictions et avoir une idée politique en se disant qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un Soudan unifié? Est-ce qu'on veut un Sud-Soudan complètement désorganisé? Non. Aujourd'hui, il y a des puissances, il y a des États qui sont derrière, il y a des entreprises qui sont derrière. Il faut toujours le rappeler parce que c'est la source du problème. Si on était comme l'histoire du Mali, du Nord-Mali, avec les Bédouins, etc., on s'en moque, etc. On se dit, bon, ben, ils se débrouillent entre eux, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on met déjà une richesse naturelle dans un pays, c'est déjà une source de conflit. Donc vous dites, Mourad Ghazli, pas de négociation. Les rebelles qui réclament la libération de 11 prisonniers, mais le gouvernement sud-soudanais, juste pour qu'on comprenne, seulement pour le corroborer. Moi, je pose une question. Est-ce que là, on en parle? Trouvez-moi un média généraliste français qui parle du Soudan aujourd'hui. Pas du tout. Ben voilà. Vous avez la réponse, elle est là. Mais attendez, on parle de 400 000 déplacés, d'accord? On nous parle de quoi? De la Syrie. On va nous parler de ce qui se passe en Centrafrique et un peu au Mali. Bon, on ne parle pas de l'Égypte parce qu'on cautionne le coup d'État, et j'en parlais tout à l'heure dans le coup de gueule avec le général Sissi. Voilà. Donc quand on a les médias généralistes qui ne traitent pas ce problème, c'est-à-dire l'histoire du Soudan, et je vous jure que si vous posez la question aux Français aujourd'hui, ils pensent qu'il n'y a pas de problème au Soudan. Ouais. C'est une vraie question qu'il aborde. Adil, on a rappelé le contexte parce que c'est ce qui explique le blocage des négociations. Pourquoi ça explique le blocage des négociations? Parce que l'État a été créé de façon fictive sur des bases on va dire, culturelles. Parce que le mot ethnique nous pèse souvent un petit peu en Afrique sur les bases identitaires, disons ça comme ça.
Et comme c'est une terre qui a toujours guerroyé et qui est faite de guerriers, ce sont les mêmes qu'on retrouve pour un certain nombre du côté du Tchad, parce qu'il y a des peuples qui sont guerriers, comme les Pashtuns ou d'autres comme ça dans le monde. Il y a des gens comme ça. Donc, ils ont toujours fait la guerre, d'une certaine façon. Et quand, en plus, on vient avec une manne pétrolière considérable, ce sont des chefs de guerre au départ. Donc, l'affrontement entre les deux leaders, le président Bachir et son ancien ministre, qui était finalement son second au moment de la rébellion, déjà pour créer leur État, parce qu'ils étaient en guerre pour créer leur État. Messieurs. Donc il accuse son second, littéralement, d'avoir voulu faire un coup d'État, et ensuite l'autre a une partie de l'armée qui se rallie derrière lui. Est-ce que Donc vous avez... le pays, il est... Est-ce que vous avez suivi juste cette actualité-là récente? Vous savez, messieurs, un problème qui a jailli, qui a surgi autour de la salle de négociation, vous savez, cette fameuse boîte de nuit, où il y a eu une énorme polémique. Peut-on vraiment polémiquer là-dessus alors que des milliers de morts, c'est vrai, et la question, on peut la soulever, meurent tous les jours autour d'eux? Non, Loïc c'est-à-dire, je vais pas... L'ivresse des milliards du pétrole et des gens qui Non, ont... Je dis, la paix doit être pense faite que avec ça- les ventriloques. Aujourd'hui, les deux représentants qui se tirent dessus aujourd'hui, ce sont des marionnettes. Donc voilà, moi, il faut revenir à la source. Et la source, c'est quelles sont aujourd'hui les puissances qui ont intérêt à voir tel camp ou tel camp à gagner. Pardon, Voilà, Mourad, si on revient mais à vous dites que c'est des l'origine de marionnettes, là... mais en même temps, c'est eux-mêmes qui sont à la tête de ces Mais ils États. s'en moquent. Et- Attendez, mais vous je veux connaissez dire- beaucoup de leaders comme ça en Afrique qui le font pour l'amour de leur pays. Mais attendez, ça n'existe pas ça. Les plus vertueux, ceux qui ont vraiment l'amour de leur pays, vous les verrez jamais au devant de la scène. Ceux qui sont toujours au devant de la scène, j'ai un ami justement sénégalais qui est très puissant, et il me disait, ceux qui sont en Afrique chez nous en politique, ce sont les médiocres. C'est simple. Loïc Donc aujourd'hui, Montjean. ce qu'on a, c'est les médiocres. Et d'ailleurs, ce qui est valable en Afrique est valable en France aussi. Hein. Alors, juste sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on a parlé de la boîte de nuit, mais je pense que Merci ça- de le souligner, moi, c'est sinon on va vous tomber dessus. C'est un élément... Non, mais c'est la réalité. C'est un élément Et très important Qui a parce que- réussi dans le privé en France? Personne. C'est un élément très important parce que on est carrément dans une imposture, déjà à la base. Donc, pour enchérir encore un petit peu dedans, voilà, pourquoi vous n'allez pas négocier dans une boîte de nuit? Bon, voilà, il y a cette partie-là. Mais encore pour aller encore plus loin sur ce conflit-là aujourd'hui, c'est que on veut focaliser l'attention sur les négociations, mais qu'est-ce qui est en train d'être fait derrière? C'est qu'on est en train de donner une légitimité pour une énième partition du Soudan en disant c'est une vieille recette américaine. Hein. Ils l'ont appliquée en Corée. On a failli l'avoir en Côte d'Ivoire en disant bon, ben, écoutez, s'ils ne peuvent pas s'entendre, on partitionne, on fabrique des républiques comme on a fabriqué un peu partout. Donc la caution et la légitimité est en train d'être donnée à ce nouvel acteur qui est sorti de nulle part, même s'il était le vice-président du pays. Il a son vivier culturel, hein, pour ne pas fâcher Gabriel. Donc aujourd'hui, c'est devenu un acteur politique. Il a des éléments à négocier. Il veut qu'on libère 11 prisonniers. Messieurs, non, non, Attendez, vous avez moi, pas moi, fait d'avancer. je vous S'il vous donne- plaît, je- s'il vous attendez, plaît. je vous donne un En dernier quelques secondes, élément. Mourad Ghazli, en Je vous donne quelques un dernier secondes. élément. Moi, et là, je te rejoins. Moi, je suis contre cette histoire du mot ethnique. Pourquoi? Dans ces cas, on dirait, voilà, à Marseille, c'est là où il y a plus de gens d'origine maghrébine. Eh ben, on file la Provence aux gens ethniques de Français d'origine maghrébine. Donc voilà, l'Afrique ne doit pas être... Aujourd'hui, l'Afrique, dans chaque définition des pays... Il n'a pas l'air d'accord. Pour moi, elle ne doit pas être Exprimez-vous. coupée de façon ethnique. Le mot ethnique, pour Après, on moi, passe au second- après, on passe au second sujet. odieux. Voilà. Je m'inscris en faux, même si c'est pas dans J'ai une pas dit que logique- j'étais dans le vrai. Non, Mais comme toi, t'as c'est pas le pouvoir de dire que je suis faux. Non, c'est pas dans une logique d'aller dans la confrontation verbale, c'est simplement de dire Bah, que tu peux, hein, y a pas de il souci, faut hein. arrêter de prendre des propos sortis de Larousse et de venir les transposer en Afrique. Pour nous, l'ethnie, c'est ce qu'il y a de plus africain. Les pays, les nationalités, c'est administratif. Les ethnies, c'est ce qui fait que vous êtes africain ou pas. Si vous n'avez pas d'ethnie Allez, en monsieur Afrique, Antoine, Non, mais ça Bon, c'est pas le sujet, messieurs, c'est pas le sujet. C'est pas Si vous voulez, Sassoni, c'était de pas le l'ensemble. sujet, messieurs. Allez, nous sommes obligés, s'il vous plaît, dans Ça fait débat. Le débat continue, vous le savez, sur la page Facebook Ça fait débat et sur Twitter, CF débat. Second sujet, que veulent les Tunisiens? La question, on se la pose ici dans Ça fait débat, puisqu'on parle d'un retour de Ben Ali, grand point d'interrogation. Regardons ce sujet. Catastrophe, oui, peut-être Mourad Ghazli, mais regardons ce sujet et on revient en parler. Transition longue et difficile pour la Tunisie, 3 ans jour pour jour après la fuite de l'ancien président Ben Ali. Ces 3 dernières années, l'espoir a laissé place à la colère. Blocage politique, crise économique, insécurité, le constat est amer, la révolution n'a pas tenu toutes ses promesses. Plus grave, les événements marquants de ces derniers mois,
l'assassinat de 2 opposants politiques et les attentats terroristes qui ont porté un coup au tourisme. Après la cérémonie du 3e anniversaire de cette révolution, le président tunisien Monsef Marzouki s'est exprimé dans une allocution télévisée. La vérité est qu'aujourd'hui, 3 ans après la victoire de la Révolution, nous sommes très loin d'avoir réalisé l'ensemble de ces objectifs. Des objectifs qui passent par le vote de la Constitution qui a débuté le 3 janvier dernier, après des mois de débats difficiles. Le vote de la totalité du texte n'a pas pu avoir lieu comme le souhaitaient les députés avant la date symbolique du 14 janvier, mais cela ne devrait plus être qu'une question de jours. La formation d'un nouveau gouvernement dans les prochaines semaines pourrait marquer un nouveau départ, tant espéré. Comme on peut l'observer, messieurs, vous le savez, c'est très compliqué là. 3 ans après la chute de Ben Ali, la Tunisie est toujours dans une crise politique. D'abord, comment on explique cette crise politique? Mais non, mais voilà, déjà, voilà. Je vous vois là. Oui, parce que vous allez, de suite, on parle de crise. Pour moi, il n'y a pas de crise. Bah écoutez, s'il n'y a pas de crise politique, il y a quoi alors? On est en construction. Attendez, je vous donne un autre exemple. Je vous donne un exemple. Non, c'est pas une crise. Pour moi, une crise. Ils sont là, c'est en train de se mettre en place. On vient d'un système. Au point où certains manifestants réclament le retour de Ben Ali. Attendez, on vient dans. Vous trouvez ça ça c'est normal. Ça. Et attendez, il y a toujours des apparatchiks. Sous Ben Ali, il n'y avait pas que des gens qui crevaient la dalle et que des gens qui étaient victimes du système Ben Ali. Il y avait ceux qui consommaient du système Ben Ali. Il y avait des gens, des chefs d'entreprise. Il faut pas le nier quand même. Il y a des gens qui se sont enrichis pendant la période de Ben Ali. Il y a des gens qui ont profité de la magouille sous Ben Ali. Et ceux-là, ils n'ont pas disparu. Ils sont pas partis en Arabie Saoudite. Ils n'ont pas fui le pays, ils sont encore là et ils sont toujours aux aguets. Et ça a d'autant plus de force, pourquoi? Parce que c'est ceux qui connaissent les rouages du système, c'est-à-dire les gouvernances, l'organisation du pays, etc. Ils connaissent, etc. Donc je vais vous donner, attendez, d'abord on est en transition. On est en période de transition. Vous dites, c'est normal, ici, dans ça fait débat, vous dites, je ne peux pas vous laisser dire ça, il n'y a pas de crise de politique. Attendez, pour moi, il n'y a pas une crise. On est en transition d'un système qui était d'une dictature, qui passe à un système qui commence son schéma démocratique avec ses pulsions, avec ses crispations, etc. Je vous donne un exemple de comparaison. Quand il y a eu l'Union soviétique, ça a cassé l'Union soviétique. Vous pensez que de suite, on est passé sur un système démocratique? La période Helsinki, elle a été catastrophique. La période Helsinki, ça se tirait dessus. Il y avait beaucoup de morts, chose que je ne souhaite pas en Tunisie. La période URSS a été dramatique. Il a fallu que Poutine reprenne les mains. Alors comment vous l'expliquez? Et nous, comment, alors Morad, je veux bien vous entendre. Alors maintenant, si vous me parlez, si vous me dites, alors vous me reprochez à moi de ne pas, si vous voulez, d'utiliser ce terme de crise politique, alors quand même tout de même des proches de l'ancien président reviennent en politique. Ça, on peut quand même parler de crise politique, Morad Ghazli. Non, mais il y a aujourd'hui des proches de l'ancien président reviennent dans la sphère politique. Je termine là-dessus pour sa présentation. Je vous le redis, Ben Ali n'était pas, il n'y avait pas 100% du peuple qui était contre Ben Ali. Je vous le dis encore qu'il y avait des gens qui souhaitaient du Ben Ali. C'est-à-dire même, il y a des gens qui souhaitent des dictatures, comme aujourd'hui où on tournait en Russie, il y a des gens qui sont encore pour le stalinisme, même dans les anciennes fédérations. Ils soutiennent cette position. Ça, on ne pourra jamais l'enlever. Donc il y a des retours des Ben Ali pour aspirer au pouvoir. Ça me semble, dans le jeu démocratique, acceptable, sauf si c'est pour reproduire le même schéma politique. Mais si c'est pour s'inscrire dans un schéma politique, pourquoi pas? Et seulement le parallèle avec la France, c'est comme nous dit, oh, attention, il y a le Front National qui fait 22%. Ben, à partir du moment où on accepte ce parti, on doit accepter le suffrage des urnes. Loïc, bonjour. Je pense que, je l'ai déjà dit dans une émission précédente, je suis très optimiste sur l'avenir politique de la Tunisie. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Tout simplement parce que ils ont pris un excellent chemin et ils l'ont repris encore parce qu'ils ont dit on a peut-être manqué un virage. On réécrit une constitution et là c'est pas du je fais un référendum constitutionnel, c'est j'élis une assemblée constituante. Elle vient de partout. On écrit une constitution, et bien, elle ne fonctionne pas. 2 ans après, on dit, OK, on va remettre certains éléments, on va les ancrer. Parité hommes et femmes, liberté de culte et respect donc, de la liberté vraiment. Mais une concession qui n'a pas été faite et que je trouve fondamentale, qui est le fait que la Tunisie est un pays musulman. Et ça, il faut l'accepter. Gabriel Barga. Donc, je vais juste terminer en disant que ceux qui veulent, par exemple, vous voyez un peu poindre l'image du retour de Ben Ali, en fait, c'est comme une épée Damoclès qui est sur la Tunisie qui dit attention,
si on ne réussit pas à s'entendre, si on n'équilibre pas nos rapports de force, voilà ce qui va se passer. Et je trouve que c'est bien également qu'il y ait cette menace-là, mais je vous dis, je suis totalement optimiste sur la situation. En quelques mots, Gabriel ? Je suis assez d'accord avec les deux points de vue qui assez se complètent d'ailleurs. Ça nous permet tout de suite de faire la transition sur le troisième sujet, vous parlez de la RDC. La sécurité du pays est-elle menacée ? Je crois qu'on n'a pas de sujet à vous proposer, mais je vais lancer le débat tout de suite. La RDC, extrêmement compliqué. Non mais c'est vrai, des années. Attaque du 30 décembre 2013 contre Kabila. D'abord, est-ce que c'est contre Kabila ? Première question. Loïc, il travaille beaucoup sur la RDC. J'ai bien envie de Qu'est-ce qui signifie cet attentat ? Avec quand même beaucoup de modestie, je veux dire, je ne suis pas un expert des questions de la RDC, mais je connais bien la situation politique. Et je veux dire que... T'es modeste ou tu sais ? Non, je veux dire, je connais bien, mais je ne suis pas l'expert. Fais-nous partager ta science, alors. Subjective. Ta science subjective. Voilà, ça y est, je suis maintenant. Bon, ce qui se passe à la RDC, tout simplement, c'est que on est en train de remplacer un problème par un autre. Le problème du M23 est quasiment réglé. Donc, simplement, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre comme poche de déstabilisation ? Quand vous dites qu'il est totalement, enfin, à peu près réglé, ça veut dire qu'il est toujours actif ? Si, le M23, est-ce qu'il est toujours actif en RDC ou pas ? Les chefs du M23 sont actuellement en Ouganda et ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas en résidence surveillée ou quoi que ce soit. Actifs. Ils sont toujours actifs, mais pour l'instant, en manque de financement, on a coupé le cordon. Mais pour ce qui est de la RDC, là, actuellement, ce qui se passe avec la tentative de coup d'État, c'est simplement une nouvelle défaillance, un nouveau problème qui se pose dans l'appareil. Contre qui ? Kabila, pardon ? Du moins, ça se présente comme une tentative de coup d'État. Mais pour moi, c'est simplement un petit SMS à Kabila, a dit attention. On a réglé peut-être le problème provisoirement du RDC, du M23, mais si tu ne respectes pas la feuille de route, tu sais tu connais la vieille recette. La feuille de route, c'est d'ailleurs le M23, c'est parti de là, hein, c'est parti de l'armée, c'est-à-dire bon, l'appareil sécuritaire est instable et ça partira de là. Donc Kabila, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'il a dit bon, ok, il n'y a pas de problème, on me tient un peu donc par mon appareil sécuritaire, j'applique la feuille de route. Si je dévie un peu trop vers la Chine, voilà ce qui va m'arriver, donc je dois trouver l'équilibre. Et là-dessus, est-ce que justement cet équilibre, est-ce que le gouvernement, est-ce qu'il est vraiment vulnérable ou pas ? Dans ce cas-là, ma question, je suis obligé de vous la poser. C'est que le pouvoir, par la constitution donc de la RDC, c'est un pouvoir qui doit normalement être assez décentralisé. À ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un assassinat des chefs tribaux pour faire perdre le poids que, je vais encore vexer un peu Gabi en disant, de la partie ethnique qui quand même est assez fort, mais aujourd'hui, Kabila ne contrôle que la capitale. Et ça, il faut le dire. Il ne contrôle que la capitale. Alors Morad, Gabriel Mbarga, pardon, le gouvernement congolais, est-ce qu'il est vraiment vulnérable ? Quand j'entends attentivement ce que dit Loïc Banjo... Je ne peux pas, moi, de l'extérieur, en plus un pays que je n'ai pas visité, et je ne connais pas vraiment tous les rouages pour avoir vraiment un esprit tranché. Mais là, je reprends exactement les mêmes propos que je tenais tout à l'heure, c'est quel est aussi encore l'équilibre qu'il veut avoir. Tout à l'heure, il parlait de la finance par rapport au M23. Mais qui finance le M23 ? Si on parle de la Chine est un nouveau... D'ailleurs, c'est la première puissance économique en Afrique, c'est la Chine. La France, elle est loin derrière. Donc aujourd'hui, les Chinois rentrent dans le mélange, dans les combats qu'il peut y avoir entre les Français, les Américains, etc. Concernant... Eux, ils ne sont pas que sur les richesses naturelles, hein, ils sont aussi sur les terres. Parce qu'ils ont besoin de nourrir leurs personnes. Surtout que là, ils viennent de débloquer leur enfant, là. Maintenant, ils peuvent en faire un deuxième. Je peux vous dire qu'ils ont besoin de consommer, les Chinois, hein, etc. Donc aujourd'hui, la Chine fait partie aussi de ces pays qui participent à déstabiliser pour pouvoir installer leurs marionnettes aussi. Donc on est encore sur un jeu, comme tout à l'heure, de ventriloque et de marionnettes. Encore une fois, comment on se paye des armes, qui permet aujourd'hui de payer une guerre. Une guerre, ça coûte cher. Elle coûte cher quand c'est les États qui la font. Elle coûte encore d'autant plus cher quand ce sont des groupuscules armés qui s'organisent. Et en hommes, puisqu'il y a des mercenaires aussi. Gabriel Mbarga, ce que dit Morad Ghazli. Oui, enfin, vous allez nous trouver assez consensuels aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de sagesse en face de moi, et puis les points de vue se complètent. Oui, ils ont résumé la situation. Le président Kabila a été un président, il a succédé à son père, donc il a été installé.
il faut le dire. Ensuite, on a organisé ce qu'on fait souvent, une espèce d'élection pour lui donner l'onction. Il est là, mais le pays est en guerre depuis, d'abord par la conquête du pouvoir par son père. Et puis, pour revenir au fameux terme de Loïc, ça ne m'effraie pas, ethnie. C'est juste ce que les autres apposent sur le mot ethnie. Ça ne veut pas dire qu'on se l'approprie, mais dans leur compréhension à eux, je leur dis, ethnie n'est pas synonyme de division. Et à ce moment, je rejoins Loïc pour dire, c'est notre substrat culturel, nos identités culturelles. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Et c'est vrai qu'elles sont plus fortes. Elles sont plus fortes que les frontières. Oui, non, mais puisque nous, on récupère tout. Elles sont plus fortes que nos frontières. Et ça fait partie, c'est l'une des parties du problème en RDC, c'est justement qu'à un moment donné, au niveau, entre les frontières, la grandeur, il y a un choc des identités par rapport à la souveraineté, l'espace, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est le fond du problème. Le problème de la RDC, il est comme tous ces problèmes, il est géopolitique, il est économique. Ensuite, il y a des porteurs au pouvoir parce que le pouvoir en Afrique, l'Afrique dite décolonisée, en réalité, elle a encore à faire un travail interne pour qu'il y ait une légitimité du pouvoir qui arrive jusqu'au sommet. Loïc Prodjo, en quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, non, je voulais juste terminer en disant que je partage bien l'avis de Gabriel, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, je prends la parole seulement pour dire que... Il a décidé Il y avait un excellent projet à la base qui avait vraiment réuni tous les chefs d'État, enfin les protagonistes des crises aujourd'hui en RDC. On avait accouché d'une belle constitution qui était vraiment quelque chose qui, si elle était appliquée aujourd'hui, on allait résoudre pas mal. Mais on s'arrange toujours à ce que l'État soit défaillant au niveau sécuritaire, pour qu'il ne puisse pas couvrir l'ensemble de l'État, l'ensemble du pays, pour sécuriser l'ensemble de la richesse. Et ensuite, ça pose un problème encore de représentativité. Non, mais c'est-à-dire que... Messieurs, on n'a vraiment pas le temps, si vous voulez qu'on aborde le dernier sujet. J'ai envie de t'amener à aller plus loin, si tu peux nous éclairer, parce que quand nous parlons, il y a des gens qui nous écoutent, notamment sur la TNT, et qui se disent, ces Africains se présentent toujours en victime. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour qu'on ne déstabilise plus les États et les appareils sécuritaires? C'est ça le sujet. D'avoir des leaders qui aiment d'abord leur pays avant leur portefeuille. Non, c'est-à-dire, on peut avoir ça et avoir quand même des problèmes. Mais c'est-à-dire, il faut qu'on respecte les institutions. Première des choses, on a écrit une constitution. Il faut qu'elle soit. S'il vous plaît, en quelques secondes. Oui. On n'a pas vous savez, on n'a pas beaucoup de temps. Il nous reste à peine quelques secondes. Mais je vous laisse quelques secondes pour clore ce chapitre. J'ai beaucoup apprécié l'investissement de l'Afrique du Sud au niveau pour accompagner l'appareil sécuritaire de la RDC, pour neutraliser. Et c'est l'Afrique du Sud qui neutralise en fait le M23. Et ça, aujourd'hui, ça permet de sortir, tu vois, de ce problème sécuritaire. Mais on est en train de ramener encore, c'est parce que c'est à ce niveau que ça se passe. Allez, messieurs, dernier sujet, avant de retrouver notre invité. Vous savez, il s'agit de Patrick Lozès, fondateur. Vous le connaissez, Patrick Lozès? On le reçoit tout à l'heure. Bien sûr. Fondateur du CRAN. Voilà, il a été candidat à la candidature, pharmacien absolument, candidat à la candidature de l'élection présidentielle. Tout le monde peut se dire candidat à la candidature. On est candidat quand on a les 500 signatures. On le reçoit tout à l'heure en seconde partie de l'émission. Non, mais tout le monde peut se dire allez, candidat. Dernier sujet, messieurs, nous allons parler du Cameroun. Deux sujets. Le premier, je vous propose de découvrir cette vidéo. Vous savez, c'est la situation des homosexuels. Est-ce qu'elle peut évoluer au Cameroun et puis globalement en Afrique? Mais regardez d'abord cette vidéo et on regarde. Regardez. C'est dur d'être homosexuel au Cameroun. Ils ne parviennent pas à comprendre que c'est un fait naturel. Ils ne parviennent pas à comprendre qu'on peut naître naturellement homosexuel. Ils disent toujours que c'est la sorcellerie, c'est les pratiques, c'est les sectes et tout ça. J'ai commencé à ressentir que j'étais homosexuel très tôt. J'avais presque 10 ans. Oui, et puis moi-même, je savais que c'était une mauvaise chose par rapport à ce que les gens racontaient tout autour de moi. Je savais que c'est très mauvais. Et puis j'ai mené un combat rude. Alors, messieurs, sujet extrêmement sensible, vous le savez. Attendez, Morad Ghazli, sensible sur le continent africain, surtout, évidemment, le président du Nigeria, par exemple, il vient de promulguer une loi, absolument, voilà, vous l'avez dit. Donc, la situation des homosexuels, est-ce qu'elle peut évoluer clairement au Cameroun, mais aussi plus globalement en Afrique, puisque il y a quelques jours, la mort d'un symbole de l'homosexuel au Cameroun. Ma première question, c'est une très sensible. Morad Ghazli, vous avez dit non. Il faut revenir un petit peu à la source des choses. En France, cette question-là, il y a 30 ans, ne pouvait pas être traitée.
Voilà, c'est clair. Exact. Voilà. Moi, aujourd'hui, le Cameroun n'est pas un problème en soi par rapport à l'Afrique. C'est toute l'Afrique, c'est tout le Moyen-Orient. Il y a où l'homosexualité existe, mais elle reste dans ce que j'aime et que je souhaite, c'est de l'affaire privée. C'est-à-dire, fais-toi ce que tu veux chez toi. Mais là, aujourd'hui, cette affaire... J'aime bien Mourad Ghazli. Fais ce que tu veux chez toi, mais ne l'exprime pas à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur. Voilà, parce que la sexualité... en même temps, non, mais c'est comme la gay pride, quoi. Je veux dire, ok, fier d'être homo, etc. Moi, j'ai jamais vu de manifestation, fier d'être hétéro, où des femmes se mettent en string avec des hommes en moule bite, excusez-moi, et de dire, je suis fier d'être hétéro, etc. Donc ça, moi, j'en veux pas pour l'Afrique, et j'en veux pas. Et je pense que c'est un problème que nous avons en France. Donc respectons un peu aussi les cultures. L'homosexualité, pour moi, n'est pas une maladie, c'est une conviction ou une pulsion sexuelle, comme c'est d'autres. Alors, dans ces cas, on va laisser l'ouvrir la brèche avec les homosexuels. Il faut aller dans la rue, les partouzeurs, les échangistes, les sadomaso, ceux qui adorent se faire taper dessus, se faire lyncher. La sexualité, pour moi, est une affaire privée. Elle se passe à l'intérieur de chez toi. Elle ne doit pas engendrer, elle ne doit pas rentrer dans l'espace public. Voilà. Alors, je ne vois pas, surtout, c'est exactement comme on est en France. C'est-à-dire qu'on arrive à nous saouler avec donc la on n'en parle pas au etc. Cameroun. Par exemple, au Cameroun, là, clairement, l'homosexualité, on n'en parle pas. Essaye de faire la même chose. Le Nigeria vient de voter une loi qui promulgue une loi. Ça, c'est encore autre chose. Moi, je suis contre les lois. Restons sur le sujet, parce les lois faut qu'on aborde liberticides. l'autre Oui, sujet je suis aussi. sur le sujet parce que c'est juste, pas s'il le vous plaît. Cameroun en lui-même le problème. J'ai bien compris. C'est que dans ces pays-là, où nous, en France, on l'était encore, est-ce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un fonds de commerce, l'homosexualité doit être normalisée, on la met à la norme, parce que c'est ça qu'on essaie de la faire dire. Je suis contre la sanction, voilà, on va être clair, je suis contre la sanction des homosexuels, mais je suis contre qu'aujourd'hui, on nous met ça sur l'espace public, comme l'homosexualité, c'est une norme. Allez, on fait un tour de table, s'il vous plaît, avant de parler du congrès de l'UPC. Au fond de cette question, Adil, elle est importante. Parce que sur la forme. Non, il faut qu'on aille au fond, parce que là, on a pris minutes, sur l'angle du Cameroun. Messieurs, on a 3 minutes, Oui, parce mais qu'il on a faudrait 3 que j'aborde. minutes, Je sais bien, mais c'est une émission qui va très très à cœur, l'homosexualité. C'est quelque chose qui est important. Il faut dire que l'homosexualité aujourd'hui est punie tout simplement parce que la société aujourd'hui veut protéger le modèle familial et dire que on ne va pas aller dans toutes les orientations, on ne va pas prendre ceux qui prennent un peu des animaux, et dire que bon, on met ça dans les cas des libertés individuelles, il faut encadrer cela et protéger le modèle familial qui est protégé déjà culturellement par l'initiation. Donc il faut aujourd'hui dire aux gens... Vous rejoignez exactement ce que dit Mourad Ghazli, c'est-à-dire à savoir, ça reste de l'ordre privé. On appelle ça au Cameroun. Au Cameroun, on appelle ça les sexualités atypiques. À ce moment, c'est dans l'espace privé. Je sens que, à mon avis, vous allez avoir une vague de mails de retour. Non. Enfin bref, j'espère que ça va provoquer le débat. C'est l'intérêt de ça fait débat. C'est là où vous trompez. C'est là où vous trompez. Je pense que la masse des gens, même en France ou dans le monde, ils ont exactement la même posture. C'est qu'ils en a marre qu'aujourd'hui, la sexualité, surtout le côté des homosexuels, c'est devenu maintenant presque un truc fashion. Quoi. En gros, t'es pas homo, t'es has-been. T'es complètement has-been. Mais je trouve qu'il y a un peu de pudeur dans une société. Voilà. Je suis obligé d'avancer, messieurs. On est d'accord, s'il vous plaît. J'ai bien saisi, s'il vous plaît. Gabriel Mbargay, on passe au congrès de l'UPC. Alors, le président camerounais, qui est quand même celui qui incarne toute la légalité dans son pays, a déclaré ici en France, ce n'est pas anodin, sur le perron de l'Élysée, à la sortie d'une visite il n'y a pas très longtemps, il a dit à des journalistes qui lui posaient la question sur le sujet, la société n'est pas prête. Nous travaillons, mais la société n'est pas prête. Sall a dit la même chose aussi. C'est peut-être le fond de l'histoire. Mais moi, j'ajouterais un petit peu par rapport aux autres que... Nous n'entons pas vers ça. J'ajouterais... Messieurs, allez-y. J'ajouterais quand même que, pour ce qui concerne des adultes, qui font ce qu'ils veulent, je ne vois pas pourquoi la loi les condamnerait. Donc on est un peu d'accord ici autour de ce plateau. S'ils ne le font pas dans la sphère privée. S'ils le font dans la sphère privée, on ne les condamne pas. Mais si vous l'emmenez dans la société, alors la société a son moyen. Ce qui choque les Camerounais, c'est qu'ils ont l'impression d'une standardisation mondiale qui leur est imposée. Parce que ça part de l'ONU, hein. Ça part de l'ONU, toute cette machine qui veut imposer à l'Afrique une certaine législation. Et les gens se disent, mais vous ne nous respectez pas. D'abord, nous avons nos lois. Ensuite, nous avons nos sociétés et nos cultures. Si ça prend... Et puis il l'a rappelé, Mourad Ghazli, très justement, c'est que la France a pris beaucoup de temps. Effectivement, c'était encore maintenant. Allez, messieurs, s'il vous plaît, le congrès de l'UPC, s'il vous plaît. Avant de retrouver notre invité en seconde partie d'émission, Patrick Lezès, s'il vous plaît.
Loïc Mbodjo, les enjeux de l'UPC, c'est quoi ce congrès? Alors d'abord, il faut rappeler que s'il n'y a pas eu beaucoup de communication là-dessus, c'est le 25 janvier, donc le congrès a lieu. Et les enjeux de ce congrès, c'est donc de restructurer complètement le parti et le repositionner sur l'ensemble du territoire. Je voudrais... le parti, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui une opposition camerounaise? Il y a beaucoup de sensibilités UPCistes qui sont éparpillées. Et aujourd'hui, on fait un congrès pour dire, vous êtes des sensibilités, mais nous avons une direction collégiale pour l'ensemble du parti et qu'il faut respecter. Et l'UPC est un parti d'opposition, parce qu'on a des groupes qui veulent se rapprocher plus ou moins du pouvoir. Mais se fait entendre? C'est-à-dire, c'est la ligne étanche de la politique du UPC. Mais se fait entendre, Loïc Mbodjo, mais pas du tout, on l'entend très peu. On l'entend, mais... Parce que les canaux médiatiques, voilà, on parle aussi d'une génération. Je suis UPCiste, je me présente comme un UPCiste pensant. Et ce congrès-là, c'est un congrès très important parce qu'il va traiter essentiellement de deux choses. Le repositionnement comme un appareil politique, donc voilà, structuré, avec d'anciennes sensibilités qui reviennent. Je salue le retour des anciens comme Willy Massaga, de Mbouama Massok et de tous les aînés qui reviennent se repencher sur le cas de l'UPC, de multisensibilité. Et aujourd'hui, la question de la jeunesse, de la transmission. Mais on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Morad, il nous reste 10 secondes, je suis désolé. Gabriel Mbarga. Oui, comme on ne s'adresse pas à des experts de la politique camerounaise et qu'on a un public qui ne connaît pas forcément, il faut rappeler qu'il y a l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, c'est le parti historique du Cameroun du pays. Qui a porté la lutte pour l'indépendance et qui ensuite a été écarté du pouvoir au profit de ceux qui ont collaboré, comme c'est souvent le cas ailleurs. Donc, je finis rapidement. Donc, comme longtemps ils ont été interdits, longtemps en exil, ensuite en 92 il y a eu le multipartisme, ils sont revenus. Sauf que cet UPC actuel dont il fait partie a un débat intérieur et intellectuel à faire avec l'UPC historique parce que on n'a pas reconnu dans les valeurs, dans la façon de mener les projets politiques, d'autant plus qu'elle a implosé et qu'il y en a certains qui travaillent avec le président Biya, donc qui font partie de la majorité, etc. Donc l'UPC n'a pas la même aura aujourd'hui, peut-être que vous allez y comprendre. 5 secondes, Morad Ghazli. Je comparais le Cameroun au Liban. Aujourd'hui, on a... non, je parle sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une présence de catholiques, de protestants et de musulmans. Et que je pense que ça peut être aussi une chance, le Cameroun, par rapport aux autres pays africains, pour être capable de composer ensemble, non pas sur une base religieuse, mais composer ensemble sur une base. Ben justement, c'est c'est ce que je suis en train de dire, justement. Merci. Non, je ne peux pas. Non, Loïc. Une petite seconde sur le congrès. Tu feras une vidéo sur le Cameroun. Mais on en reparlera. Vous reviendrez ici en reparler. Vraiment, vous reviendrez ici en reparler. Messieurs, merci à Gabriel Mbarga. On se retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. Oui, bien sûr. Loïc Mbodjo, vous le rappelez, c'est le 25, ce congrès de l'UPC. Et puis, donc, je salue tous les UPCistes qui ont pris cette initiative. Ah, on l'a bien compris, ce message. Je crois qu'il est bien passé. Morad Ghazli, à très bientôt. Chef de file de l'UDI. Bien sûr, on a les municipales au mois de mars. À Thiers. Oui, exactement. Merci, messieurs. Maintenant, c'est tout de suite mon invité. Il s'appelle Patrick Lozès. Il est le fondateur du CRAN. Il a été également, souvenez-vous, candidat à l'élection présidentielle de 2012. Et pharmacien entrepreneur de formation. Voilà, on le reçoit. C'est maintenant, c'est tout de suite dans Ça fait débat. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, sachez-le, dernière ligne droite, seconde partie de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir mon invité dans Ça fait débat. Il s'agit de monsieur Patrick Lozès. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Comment allez-vous tout d'abord? Je vais très bien. Vous avez plusieurs casquettes. Fondateur du CRAN, vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2012, on s'en souvient encore, et puis vous êtes entrepreneur, pharmacien. Absolument. Allez, monsieur Lozès, d'abord, vous faites rare de plus en plus. Je sais pas, on vous entend très peu dans le milieu des médias, dans le milieu de la télévision, et puis plus globalement, dans le milieu des médias, on vous entend très peu. Pour quelle raison? Parce que j'ai pris un peu de recul, pendant une année et demie, mais là je reviens parce que c'est quoi votre actualité? La situation mérite que l'on s'exprime aujourd'hui. Vous voyez, il y a aujourd'hui une actualité, on parle de Dieudonné, le gouvernement ne fait rien. Votre actualité aujourd'hui? C'est quoi précisément? Il n'y a pas une activité particulière, il n'y a aucune actualité particulière, si ce n'est la volonté aujourd'hui de revenir et de m'exprimer beaucoup plus que je ne l'ai fait pendant ces 2 dernières années. Avec une casquette peut-être particulière, non, Patrick Lozès?
Vous dites revenir sur le devant de la scène, en tout cas sur la scène politique. Enfin, je dis la scène politique, pardonnez-moi, mais peut-être c'est autre chose. La scène associative, la scène d'un collectif, elle est portée, elle est incarnée par quoi Nous sommes en train de travailler à une question qui concerne la laïcité, parce qu'il me semble vraiment très important aujourd'hui de montrer à l'ensemble de la société française que les Français, notamment issus de l'immigration, sont attentifs à la question de la laïcité. Nous sommes en train de travailler sur ça, mais ça n'est pas encore aujourd'hui le moment d'en parler, mais je vous assure, le moment viendra, vous m'inviterez et j'en parlerai plus avant. Bon, c'est noté, en tout cas on a pris note. Vous avez parlé de l'affaire Dieudonné, Patrick Lezès. Justement, je veux vous poser cette question. On en a parlé ici, plusieurs, ça a fait l'objet de plein de commentaires, et ça peut continuer d'ailleurs sur la page Facebook, ça fait débat, et puis sur Twitter, CF débat si vous le souhaitez. L'affaire Dieudonné, Patrick Lezès, interdire de donner, n'est-ce pas une atteinte à la liberté d'expression? Patrick Lezès. Ça n'est pas une atteinte à la liberté d'expression, parce qu'il faut dire très clairement que Dieudonné a une monomanie envers les Juifs. Moi, je n'ai aucune envie que l'on s'en prenne aux populations noires. Et pour ça, il faut être très clair. Quand on s'en prend aux gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font, ça s'appelle du racisme. Et quand on s'en prend aux Juifs ou que l'on s'en prenne aux Noirs, c'est la même chose. Qu'est-ce que dit Dieudonné? Dieudonné dit « je veux lutter contre le racisme ». C'est très bien. Mais qu'il commence déjà par savoir que lorsqu'il s'en prend aux Juifs, il est dans le racisme. La liberté d'expression ne permet pas il l'a dit, il a répondu, il a dit en même temps je suis un humoriste. C'est ce qu'il a exprimé. En France, le racisme n'est pas une opinion. Le racisme, c'est un délit. Dès lors que quelqu'un commet ce délit, on ne peut pas le laisser continuer. La liberté d'expression, nous sommes évidemment tous favorables à la liberté d'expression. Je pose la question, qu'est-ce que vous tirez de cette affaire, Dieudonné? Il y a plusieurs éléments. Je pense qu'il y a... qu'on a laissé passer l'occasion de faire cesser les atteintes que Dieudonné commettait et qu'il y a très longtemps qu'on aurait dû faire en sorte qu'il se taise. Que Dieudonné s'exprime, nul n'a envie qu'il se taise. Ce dont on a envie, c'est qu'il cesse ces attaques antisémites et ces attaques racistes. Et je pense qu'on a pris un petit peu trop de temps. Il a été condamné par la justice. Dès lors qu'on est condamné par la justice, il faut payer. Il a déjà été condamné par la justice pour antisémitisme et pour racisme. Donc évidemment, quand on est condamné pour racisme, on peut dire vous êtes raciste. Quand vous avez été condamné pour antisémitisme, on peut dire vous êtes antisémite. Vous êtes fondateur du CRAN. On a très peu entendu le CRAN. Il est passé où, le CRAN ? Le CRAN, malheureusement, vit une situation difficile et c'est une douleur extrême pour moi, qui a été fondateur du CRAN et qui l'est présidé pendant une demi-douzaine d'années. Il y a aujourd'hui 2 présidents qui s'opposent. Pour moi, il n'y en a qu'un. Il s'appelle Madera Diallo. Il y a aujourd'hui une action en justice avec un référé sur lequel il est fait appel. Madera Diallo, qui est le président légitime du CRAN, de mon point de vue, est aujourd'hui dans une réserve parce qu'il ne veut pas poser de problème à l'organisation, mais il a fait un référé que j'espère il gagnera, et quand il gagnera, il reviendra sur le devant de la scène. Et vous voyez aujourd'hui le CRAN... c'est vraiment une vraie douleur. Je n'ai pas trop envie de m'exprimer sur ça. Ce que je dis, c'est de notoriété publique. Il y a effectivement 2 personnes qui s'opposent au CRAN. Et l'expression du CRAN aujourd'hui, celle qu'on voit dans les médias, n'est pas celle des associations. On a aujourd'hui une personne qui s'agit et qui ne représente pas les associations membres du CRAN. Est-ce qu'on peut dire que l'activité du CRAN va se poursuivre dans les mois à venir ? Ah bah évidemment que l'activité du CRAN va se poursuivre. Il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête, mais elle doit s'exprimer d'une manière forte et le CRAN doit représenter les associations et le CRAN ne doit pas être l'histoire d'un seul individu qui prend des décisions unilatéralement et qui ne consulte personne. Patrick Lezès, 2 autres sujets. D'accord. Le premier sujet, ou le second sujet, après l'affaire Dieudonné, la situation en Centrafrique. En Centrafrique, vous savez, les tractations se poursuivent sur l'élection, je ne vous l'apprends pas, du futur président qui devrait se tenir ce week-end, plus précisément dimanche ou lundi, parle-t-on. Alors, beaucoup de désaccords ont commencé à émerger sur des critères d'éligibilité du prochain chef d'État du pays. Vous, votre sentiment en tant que fondateur du CRAN, et puis peut-être en qualité de citoyen, quel est votre regard là-dessus? Vous avez le sentiment quoi? Que c'est le chaos? L'ONU parle de génocide, par exemple. Est-ce qu'on peut organiser une élection de façon démocratique
et de façon sereine, Patrick Lezès? Vous avez vu que les candidats les plus sérieux ne se présentent pas à cette élection parce que s'ils sont candidats à cette élection et s'ils sont élus, ils ne pourront pas être présidents une fois que la transition sera passée, parce qu'on est en train d'élire un président de transition, c'est important. Et donc il y a beaucoup de candidats, entre guillemets, valables qui ne participeront pas à cette élection. Il faut dire ce qui est important, que la France est aujourd'hui en Centrafrique, et moi, je ne veux pas, pendant que nos soldats sont en train de risquer leur vie, je ne veux pas polémiquer. Je pense que la position qui est aujourd'hui celle du gouvernement doit être soutenue. Quand on est un responsable politique, quand on est un responsable associatif et que vous avez des gens qui défendent le pays et qui sont en train de se battre, vous devez vraiment être dans la réserve. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a une valeur française formidable qui est la laïcité, qui veut dire la neutralité. Si la laïcité française, était mieux connue et si elle s'appliquait ailleurs, eh bien peut-être que les choses se passeraient autrement. Donc je pense aujourd'hui qu'il faut exporter cette notion de laïcité, cette notion de neutralité. Vous pensez vraiment? S'il y avait ça, oui, vraiment, vous pensez que c'est un schéma qui peut fonctionner? Mais je pense que les chrétiens et les catholiques n'en seraient pas aujourd'hui à se battre avec des leaders qui se revendiquent d'un camp ou qui se revendiquent d'un autre. Et ça ne doit pas arriver dans un État. Il doit y avoir un espace de neutralité et les religions doivent être sorties d'un espace et l'État doit être équidistant entre toutes les religions. Et c'est ça que nous devons aujourd'hui porter aussi à l'extérieur pour dire qu'au fond, cette valeur française dont on se moquait il y a quelque temps, quand vous voyagiez, les gens se disaient mais qu'est-ce que c'est que cette laïcité? Aujourd'hui, même les grands pays découvrent le sécularisme à la française. La religion, laissons là où elle doit être et n'en faisons pas un objet politique, un objet qui amène les gens à se battre. Patrick Lezès, je le rappelle à ceux, vous allez voir, c'est un domaine que vous maîtrisez totalement. Je parle des minorités en politique. Et notamment, je le rappelle à tous celles et ceux qui peut-être se souviennent, en 2012, vous avez été candidat à l'élection présidentielle en 2012. Vous en tirez quoi de cette élection d'abord, de votre candidature elle-même en 2012? Mais que je suis... Ça vous pousse vous-même à vous dire je poursuis mon aventure, je me représenterai, le combat continue? Est-ce cela, Patrick Lezès, par exemple? La prochaine élection est en 2017. D'ici là, il coulera de l'eau sur les ponts. Bien malin, celui qui sait aujourd'hui ce qu'il fera en 2017. Ce que je peux dire, c'est que ça a été une aventure passionnante. Aimer un pays, être citoyen d'un pays, avoir le parcours qui est le mien, c'est-à-dire un enfant des banlieues qui est un enfant de la méritocratie, avoir la possibilité d'être candidat à la candidature à l'élection présidentielle, même si je n'ai pas obtenu la totalité des 500 signatures, c'est quand même quelque chose qui est permis dans notre société aujourd'hui. Et je l'ai fait pour que beaucoup de jeunes gens aujourd'hui se disent si je veux être président de mon pays, je peux le faire. Si je veux exercer une responsabilité, mais Patrick Lezès, le Yes Weekend, il peut fonctionner ici en France, chez nous? C'est ce que vous vouliez transmettre comme message? Ça veut dire Patrick Lezès, Yes Weekend? Non, mais pourquoi pensez-vous que ça ne sera pas possible? Je veux aujourd'hui que les jeunes gens se disent que ce qui a été possible pour moi doit être possible pour eux et que tous les enfants de France, quelle que soit leur religion, quel que soit leur genre, quelle que soit la couleur de leur peau, peuvent aspirer parlons de l'exemplarité. Ça va très très mal. Vous allez voir, on n'est peut-être pas d'accord, mais en tout cas, vous allez voir Patrick Lezès. Les minorités en politique. Est-ce qu'avec Hollande, c'est mieux qu'avec le gouvernement Sarkozy? Parlez sans langue de bois, s'il vous plaît. Mais je pense qu'on a été extrêmement injuste avec le gouvernement Sarkozy. Et pendant que Sarkozy était là, on lui tapait dessus. Et que Hollande, et que le président Hollande faisait partie de ceux qui lui tapaient dessus. Mais qu'est-ce qu'il fait très concrètement? Quelle est la politique du gouvernement aujourd'hui? Vous avez vu ce rapport sur l'intégration, le gouvernement avance, il recule. Bref, la gauche dans l'opposition est formidable. Elle parle, mais dès lors qu'elle arrive au pouvoir, elle n'agit pas. Pour ce qui concerne la droite, ils commettent des erreurs, mais au moins font-ils avancer le débat. On n'a jamais eu un débat aussi puissant. La question, Patrick Lezès, vraiment. Je vais y répondre si vous me la reposez. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des signes là précis transmis aux Français, et notamment
la question des minorités en politique. Je vous dis non. Cette question précise. Je parle du gouvernement Hollande, Patrick Lozès. Je pense que le gouvernement Hollande est inactif sur cette question. Point. Je pense qu'il n'agit pas assez. Je pense qu'il a fait beaucoup de promesses et qu'il est aujourd'hui en train de décevoir. Moi qui suis sur le terrain, moi qui rencontre les gens... vous savez qu'il y a un pourcentage extrêmement élevé de Français qui vivent dans les quartiers populaires, qui se sont portés sur François Hollande. Demandez-leur aujourd'hui, ils sont déçus. Et moi j'appelle... Taubira, Najat Vallaud-Belkacem et d'autres, est-ce qu'ils sont suffisamment représentés, Patrick Lozès, au gouvernement, ces minorités visible, ou j'aime pas trop ce terme, mais ces Français issus de l'immigration? Il faut saluer ce qui a été fait par ce gouvernement, la lisibilité qui a été donnée à ces Français qu'on ne va pas nommer effectivement est une bonne chose. Mais ce n'est pas ce gouvernement qui l'a initié. Mais on ne les voit pas beaucoup. Mais moi, je ne demande pas à ces personnalités-là qui sont dans le gouvernement de s'exprimer sur ces questions uniquement. Mais on ne peut pas non plus refuser de s'exprimer sur cette question. Regardez Madame Vallaud-Belkacem. Elle s'exprime, et elle a raison de le faire, sur les questions de parité, mais on a l'impression qu'elle refuse carrément de s'exprimer sur les questions de la diversité. Mais il y a des Français qui ont besoin qu'on parle de la question de la parité, bien évidemment. Mais il y a des Français qui ont besoin qu'on parle de la question de la diversité. Je pense que à la fin de son mandat, s'il continue comme aujourd'hui, ce sera un échec cuisant et je vous le garantis. S'il continue comme ça, il va y avoir ça me pousse à vous poser la question, Patrick un revers de médaille, beaucoup de personnes qui vont se dire ben, c'était peut-être pas pire avec le président Nicolas Sarkozy. Finalement, est-ce que vous êtes favorable au quota ? Le quota, c'est vraiment ce à quoi on arrive quand toutes les autres solutions ont échoué. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que toutes les solutions ont échoué ? Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est faire un deal entre un gouvernement et les Français en général. Si vous imposez cette question du quota en France et que vous n'avez pas eu un débat avant, ça va être l'explosion. Parce qu'il y a des Français qui ne comprennent pas. Ils ont l'impression que les places leur appartiennent. Et il faut leur expliquer que les places ne leur appartiennent pas. Les places de la société française n'appartiennent ni aux hommes, ni aux femmes, ni à ceux qui ont telle couleur, ni à ceux qui ont telle religion. Ils appartiennent aux Français qui sont capables. Et quand on aura fait ça, peut-être qu'on avancera. Moi, je ne suis pas favorable au quota qui sera définitif. Je voudrais qu'on fasse des mesures temporaires et qu'on le fasse pendant une demi-décennie, pendant 5 ans, et qu'on dise aux Français, si ça marche, on va arrêter parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des avantages à vie. Patrick Lozès, on arrive au terme de cette émission. Attention, tout le monde y passe, personne n'y échappe. Ça s'appelle le 5 questions en 10 secondes. C'est parti. Un mot, pas une phrase. Que représente pour vous l'Afrique? Un mot. Un continent avec un potentiel. L'Afrique a priorité. Un mot. Tout le temps, en permanence. Ses citoyens. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous sans langue de bois? On pourrait progresser. Afrique et démocratie, vous répondez quoi? Je préférerais qu'il y ait plus de démocratie en Afrique. Et enfin, pour celles et ceux qui vous regardent, est-ce que vous avez un message à leur délivrer, à leur communiquer? N'ayez pas peur. Ayez la capacité de rêver et faites en sorte que votre rêve devienne réalité. Moi, ce dont j'ai envie, c'est que le rêve français d'égalité soit une réalité aujourd'hui et que les Français qui ont la capacité d'aller d'un point A à un point B, qu'ils puissent aller, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion et quel que soit leur genre. Patrick Lozès, 2017, l'élection présidentielle, yes we can ou pas pour vous? Yes, we can, mais je ne dis pas yes, we can, je ne dis pas yes, I can, yes, les Français can. Allez, merci à vous, Patrick Lozès. Je le rappelle à tous celles et ceux qui nous regardent, vous pouvez le rappeler, je vous le rappelle, vous pouvez commenter et réagir sur la page Facebook, ça fait débat. Et puis sur Twitter, c'est FDébat. Patrick Lozès, je le rappelle, il est fondateur du CRAN, il est également, vous avez été candidat à la candidature de l'élection présidentielle de 2012, et puis entrepreneur, pharmacien. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir été ici. On se retrouve la semaine prochaine, merci de votre fidélité. Vous êtes à la fois sur Télésud et puis beau succès de démarrage aussi sur numéro 23 de la TNT et je vous en remercie infiniment. Merci donc, à la semaine prochaine avec autant de plaisir. Ciao, ciao.